Bonsoir, ici Philippe Sau 5 mars. Bienvenue à cet troisième épisode de la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Donc, on a des beaux petits sujets aujourd'hui. Donc, on va en premier lieu parler des ingérences chinoises dans la campagne électorale de 2019 au Canada. Donc, c'est des informations que les services de renseignement ont fournies au gouvernement autour de janvier. Mais qu'on vient tout juste de s'apercevoir que ça a été donné au gouvernement. Donc, on va parler un petit peu de ça. En deuxième lieu, bon, la folie des drag queens, on le sait, ça l'a fait pas mal les manchettes cette semaine. Plusieurs cas, la parade à Montréal, mais aussi Justin Trudeau, donc on va revenir là-dessus. Je vais parler un tout petit peu vite d'une forme de sectarisme en quelque sorte au COP27 qui se déroule en ce moment en Égypte à Sharm el-Sheikh. Je vais parler un petit peu de ça. Donc, aussi, on va parler des élections de mi-mandat aux États-Unis. Donc, les décomptes sont pas encore finis, mais peut-être voir si ça en est rendu où. Et finalement, je vais parler un petit peu de la guerre en Ukraine. Bon, qu'est-ce qui arrive sur le front? Les troupes russes ont annoncé qu'ils se retiraient de Kherson. On va aller voir ça un peu. Donc, pour commencer, les ingérences chinoises, c'est quand même assez intense là, comme révélation. Donc, en janvier dernier, les services de renseignement ont informé le gouvernement de Justin Trudeau qu'il y avait bel et bien eu des ingérences chinoises dans l'élection de 2019, c'est-à-dire, et quand même, quand on parle d'ingérence, c'est pas juste comme influencer les réseaux sociaux, on parle littéralement d'un réseau de financement qui aurait financé clandestinement des candidats à l'élection de 2019. Ils n'ont pas dit exactement qui sont ces candidats-là, on n'a pas de nom. Ce qu'on sait, il semblerait que ça viendrait des deux partis, donc autant du côté du Parti conservateur que du Parti libéral. Il y aurait eu dans le fond, tentative d'acheter, là, de donner des enveloppes brunes à des candidats. Selon ce qu'on a compris aussi, il aurait fait engager des gens dans les équipes de campagne pour influencer les messages et les aligner sur les positions de la Chine. Donc, ils ont fait ça soit pour, d'un côté, soit pour alimenter les perspectives qui vont dans les lignes de la Chine, ou quand, admettons, un candidat allait à l'encontre des politiques chinoises, on essayait de lui nuire. Donc, à l'inverse, les Chinois, depuis quelques temps, comme je le disais, révèlent leur vraie couleur. La Chine, durant longtemps, faisait du soft power, dans le fond... essayer de s'étendre un peu dans le monde d'un point de vue culturel, d'un point de vue de l'éducation. Il y avait des programmes d'échange, d'études, etc. Mais là, depuis quelques années, on voit que la Chine est devenue un État beaucoup plus affirmé d'un point de vue géopolitique et beaucoup plus prédateur aussi. On l'a vu dans les derniers temps, ils ont essayé d'ouvrir des stations de police, ils n'ont pas essayé, ils ont ouvert des stations de police en sol canadien, en sol européen, aux États-Unis aussi, des centres qu'ils appellent des centres de service, mais qui au bout du compte sont tout simplement pour faire opérer des agents sur le territoire canadien et faire des pressions sur des ressortissants chinois qui auraient quitté justement la Chine pour éviter ce genre de pression-là justement essayer de les convaincre de retourner sur le sol chinois pour y être jugés. Donc, on avait déjà ça, et là, on vient de réaliser que c'est ça. Ils sont en plus actifs dans nos élections. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle, Justin Trudeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il accusait les manifestants du convoi de la liberté d'être des extrémistes, et on appelait ça le siège d'Ottawa. Donc, on disait que Ottawa était en danger. En quelque sorte, la démocratie canadienne était en danger à cause des manifestants. Et au même moment, on a les services de renseignement qui nous informent que la Chine est extrêmement active et fait des pressions sur nos propres candidats et influence nos élections. Et ça, il n'a pas tenu bon à nous en parler. Il semble pas avoir de vraie volonté de la part de Justin Trudeau de faire quoi que ce soit. Donc, quand même assez troublant, là. Et comme je vous dis, on ne sait pas exactement c'est qui ces gens-là. En tout cas, on sait qu'il s'agirait de gens, de candidats autour de la région de Toronto, comme je vous dis, des deux partis. Et c'est ça. Donc, peut-être même des candidats qui seraient d'origine chinoise, parce que dans certains cas, on a parlé justement de certains candidats qui ont dit qu'ils se faisaient faire des pressions de la part de la Chine qui menaçaient leur famille en territoire chinois. Donc, vraiment, là, c'est assez intense. Puis là, on se le dit, là, ça, c'était l'élection de 2019. Il y en a eu une entre les deux, une autre élection. Donc, c'est à croire que dans l'autre élection, il y a dû en avoir aussi ce genre d'influence-là.
toujours extrêmement troublant de voir à quel point la Chine est active chez nous et nos politiciens ont l'air de s'en foutre éperdument. Donc, à suivre, je présume que ce ne sera pas le dernier... ça sera pas la dernière fois qu'on va entendre parler de ces ingérences chinoises-là ici. Maintenant... Donc, justement, parlant de ça, au niveau priorité, on le sait, les priorités de Justin Trudeau semblent plus être encore le wokisme, le wokisme des shows de... Maintenant, on apprend qu'il va être quoi, juge à temps partiel, je pense, d'un show de drag queen ou quelque chose du style. Ça, dans la même semaine qu'on a appris que la fée des étoiles du défilé de Noël de Montréal allait être, Barbada de Barbade, une drag queen assez connue au Québec. Et j'ai écrit un texte là-dessus, au bout du compte, pour dire, je me suis pas attardé vraiment si c'est du contenu pour adultes ou pas, et ce côté moral-là, bon, on a assez traité, mais je parlais tout simplement du fait que je suis toujours surpris et je me demande toujours... ça vient d'où cet engouement-là pour les drag queens? Parce que personnellement, j'ai pas vu tant que ça dans la population des gens qui disent j'ai le goût de voir plus de drag queens. Et j'ai fait une comparaison. J'ai dit si vraiment les drag queens, c'est juste un costume de scène. Hein, c'est pas juste une expression de genre. En fait, c'est même pas une expression de genre. C'est plutôt un métier de scène. Hein. Donc, si c'est un métier de scène, moi je me demande pourquoi du jour au lendemain ce métier de scène-là est aussi populaire. Et j'ai fait la comparaison avec les mimes. C'est comme si du jour au lendemain, je dis pas que j'ai rien contre les mimes, puis les gens aiment bien les mimes. Mais c'est comme si du jour au lendemain, on voyait des mimes un peu partout, dans les pubs, dans les émissions de télévision, on voyait des mimes tout d'un coup dans chaque école, dans chaque classe. Et là, on se demanderait, pourquoi il y a des mimes partout? Pourquoi je vois toujours un gars rayé avec un béret puis une face maquillée? Je crois pas que l'offre correspond à la demande. Je pense pas qu'il y a une vraie demande là-dedans. On le sait très bien que ça vient d'une espèce des comités éditoriaux des médias, ça vient d'une espèce de pression, d'une espèce de forme d'élite un peu woke qui croit que, on met de l'avant, dans le fond, le progressisme LGBTQ. On voit que ça vient du haut. C'est une impulsion du haut qui fait en sorte qu'on a de plus en plus de drag queens dans la société. C'est pas du tout une question de demande dans la population. Et c'est pour ça que, après, on peut même se demander, si c'est en majorité des médias publics, mettons Radio-Can, etc., qui mettent ça de l'avant, c'est votre argent qui est utilisé pour mettre ce genre de contenu-là de l'avant, alors que je pense, dans la majorité des cas, je pense pas que les gens l'ont vraiment demandé. Donc, je suis toujours surpris de voir pourquoi, du jour au lendemain, on me présente des drag queens absolument partout. Comme je dis, c'est même pas une question morale, c'est tout simplement une question de... je crois pas que ce soit une vraie mode. Je crois que c'est quelque chose de complètement artificiel, c'est fake. C'est quelque chose, comme d'habitude, qu'on essaie de nous imposer, de normaliser. Et c'est ça, c'est un petit peu... mon opinion sur le sujet, et j'ai fait un petit montage parce que, écoutez, c'est complètement délirant, là, l'affaire de Justin Trudeau. Who's ready for world domination? The Prime Minister of Canada, Justin Trudeau! Who's ready for world domination? Who's ready for world domination? Who's ready for world domination? Bon, je pouvais pas le commenter, comme vous voyez, mon ordi, je pense qu'il est sur le point d'exploser, là. Va falloir que j'arrange ça. Mais comme vous avez vu, c'est délirant, je veux dire, peu importe ce qu'on pense sur les drag queens, je veux dire, ce genre de prestation-là pour un premier ministre fait juste croire à tout le monde que oui, la dégénérescence moderne est bien là, on est vraiment dans un régime idiocratique, je veux dire, ça n'a aucun sens de simplement que le chef des communications de Trudeau juge que ce soit une bonne idée de faire ça. Bon, on va voir. En tout cas, ça a l'air d'être ses priorités. Les priorités à Trudeau, la Chine a beau s'ingérer ici. Donc maintenant, c'est ça que je vous disais, sectarisme au COP27. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que hier, on apprenait que le COP27 qui se déroule en Égypte, le Canada a eu un pavillon, et le Canada accueille dans ce pavillon-là des compagnies pétrolières, des compagnies qui œuvrent dans l'industrie des hydrocarbures. Et la raison pour ça étant que ces compagnies-là sont les premières, dans le fond, à développer et à investir massivement dans tout ce qui est technologie de captage de carbone. Je veux dire, on le sait, ils ont de l'argent, ils peuvent investir et ils investissent. Donc, cette technologie-là avance. Et bien, voilà que les environnementalistes, un peu obtus et obstinés, ils voudraient qu'on éjecte ces compagnies-là de la COP27. Alors, je dis sectariste dans le sens où c'est comme...
je veux dire, ils ont beau être complètement opposés à l'industrie pétrolière, je le comprends bien, mais tu peux pas être opposé à ce que cette industrie pétrolière-là investisse quand même dans des technologies qui pourraient ultimement bénéficier, dans le fond, pour assainir l'atmosphère. Je trouve ça assez fascinant. C'est comme un petit peu une espèce de réflexe militant assez primaire de dire non, c'est notre ennemi de toujours, on va jamais accepter quelconque, dans le fond, amélioration ou développement de leur part. Et puis, comme je dis, c'est eux qui investissent et qui développent cette technologie-là. Donc, l'argument des environnementalistes, c'est de dire que la technologie de captage de carbone a été un échec jusqu'à présent. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des projets comme Quester qu'il y avait eu dans la communauté de Volinac qui était un projet à zéro émission. Et parce que Legault a interdit l'ensemble des développements d'hydrocarbures, l'ensemble de tous les projets, ben ça, c'est le genre de projet qu'on ne pourra pas avoir. Donc, un projet qu'on aurait pu bénéficier, qui aurait été zéro émission à cause que, justement, il aurait mis de l'avant cette technologie-là de captage de carbone. Et donc tu sais, à un moment donné, je comprends les écologistes d'en vouloir à ces entreprises-là, mais à partir du moment où ils font des efforts et que même qu'ils peuvent nous en apprendre sur certaines technologies, c'est complètement puéril et enfantin, à mon avis, de juste les éjecter de là. Et il faut reconnaître aussi les bons coups de certaines industries qu'on peut ne pas aimer, mais il faut reconnaître leurs bons coups pareil. Donc voilà pour ça, le COP27 à suivre. Et bon, les élections de mi-mandat, vous l'avez vu, tout le monde prédisait une vague rouge la semaine dernière. C'est pas nécessairement concrétisé. En même temps, je trouve que le monde peut-être exagère un peu en disant... parce qu'à chaque fois que des partis, surtout aux États-Unis, à chaque fois on prédit une vague rouge, une vague bleue ou quoi que ce soit, il faut quand même se rappeler que je veux dire, c'est assez divisé aux États-Unis. C'est assez moitié-moitié. Hein, donc, ça fait en sorte que même si tu annonces une vague, ça sera jamais un raz-de-marée qui va emporter toutes les comtés. Donc, pour ce qui est des sénateurs, on l'a vu, hein, la Géorgie va devoir retourner en élection, dans le fond, au mois prochain, parce que c'est trop serré. Hein, on le voit, c'est 49, 48, bon. Sinon, le Nevada devrait s'en venir bientôt. Quand même une bonne avance de la part de Adam Laxalt chez les républicains. Sinon, l'Alaska... c'est spécial pareil, l'Alaska, c'est 2 républicains en fait qui sont dans la course, donc c'est sûr que ça va aller du côté républicain, mais c'est sûr que ça va se jouer en Georgie, hein, savoir si vraiment c'est qui remporte le Sénat, parce qu'il faut 51 sièges, là, je pense que les républicains ils en ont pas mal 50 assurés, mais pour en avoir 51, c'est ça, ça va se jouer ailleurs. Maintenant la Chambre des représentants, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ça n'a pas été nécessairement une vague, mais il faut quand même le dire. Les démocrates ont quand même perdu 9 sièges, pour le moment, et les républicains en ont gagné 7. Bon, après, c'est sûr qu'on peut toujours souhaiter une vague massive. C'est pas nécessairement massif, mais bon, ils gagnent la Chambre quand même. Hein, tout ce qu'il faut, c'est au moins une majorité de 218 représentants. Donc, au bout du compte, ils sont quand même en voie de reprendre la Chambre. Et le rapport de force, c'est ça. Je veux dire, d'un bord, ils en ont perdu pas mal. De l'autre, ils en ont gagné. Donc, c'est peut-être pas la vague dont on s'attendait, mais au bout du compte, c'est quand même ce que ça prend pour reprendre la Chambre. Souvent, on gonfle le torse, on dit « Ah, ça va être une vague, ça va être incroyable », mais de ce que j'ai vu dans la majorité des élections de mi-mandat, c'est tout le temps ça. On disait la même chose en 2018, finalement, ça a été assez mitigé, même les démocrates avaient repris la Chambre. Là, on le dit encore. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il faut quand même prendre en compte que les États-Unis sont un pays divisé, hein, pas mal 50-50. Donc, ça fait en sorte que ces prédictions-là de l'entièreté des États-Unis reprises par un des deux partis est toujours un petit peu à... faut toujours faire attention avec ça. Donc c'est ça, bon, hey, c'est quand même une grosse différence par rapport au Québec, ça nous a pris 8 minutes de savoir le résultat. Et aux États-Unis, on dirait que c'est rendu de plus en plus long, ça fait des jours, je regarde cette carte-là, puis ça avance tranquillement, mais... Maintenant, retrait russe de Kherson, je sais pas exactement comment ça se prononce, hein, des fois entre le cyrillique et le latin, c'est pas parfait. Donc je vais l'appeler Kherson, mais je pense que c'est pas ça le vrai terme. Donc quand même une grosse nouvelle parce que bon, on le sait, hein, ça s'est pas passé comme la Russie le voulait dans cette guerre-là. Beaucoup de gens, on l'annonce souvent que la Russie est très en difficulté. Donc là, c'est un retrait qui est quand même majeur. Hein. La ville de Kherson, certains ont dit que c'était la Stalingrad dans le fond de cette guerre-là, que celui qui allait réussir à l'emporter à Kherson allait remporter la guerre. Donc le fait que la Russie se retire est
vu comme une excellente nouvelle, mais faut faire attention. Il y a des commentateurs qui disent que c'est peut-être un retrait préventif, c'est peut-être même un piège pour attirer l'armée ukrainienne là. Donc là, on voit pas la carte au complet là. Je vais vous zoomer ça. Donc Kherson, c'est ici là. Donc vous voyez, c'est vraiment la ville à l'ouest du Dniepr. Et c'est rendu c'est la seule région en fait où les Russes ont mis pied à l'ouest du Dniepr, ou en tout cas avaient encore pied. Et c'est ça, c'est parce que c'est quand même assez stratégique, parce qu'après on a simplement une petite péninsule entre Kherson et la Crimée. Donc, et c'était aussi la route vers Odessa. Donc pour les Russes de perdre ça, bon, c'est une grosse perte. On le sait qu'il y a aussi tout ici les zones autour de Kharkov qui avaient été reprises. Donc c'est sûr que c'est des mauvaises nouvelles pour la Russie, qui possède essentiellement Louhansk, Donetsk, un peu autour de Mariupol, Zaporizhia, qui ne possède pas la ville en tant que telle, mais possède la centrale nucléaire, et de Zaporizhia est ici. Donc, les Russes qui ont le contrôle sur l'énergie de la région. Et donc c'est ça. Maintenant, pourquoi on dit que c'est peut-être un retrait préventif? Plusieurs choses à prendre en considération. L'hiver arrive, et c'est sûr que il y a des difficultés techniques pour l'approvisionnement, dans le fond, de l'armée russe à l'ouest du Dniepr. Donc il y a des gens qui disent que sûrement que l'armée russe se dit, bon, ça va devenir de plus en plus compliqué, et ça peut devenir assez dangereux si notre armée est pognée d'un bord du Dniepr et on n'est pas capable de les ravitailler, et on n'est pas capable de leur offrir du soutien aussi. Donc si je vais sur la carte Google Earth ici, j'ai zoomé un petit peu plus. Kherson est ici. Ici, le Nova Kakova quelque chose, c'est un barrage hydroélectrique. Donc on remarque ici, vous voyez là, c'est assez marécageux, et il y a eu des menaces littéralement de la part des Ukrainiens de faire sauter ce barrage-là pour inonder l'ensemble de la région. Donc il y a carrément des craintes que, non seulement d'un point de vue de l'approvisionnement et du soutien, ça devient difficile de tenir la région entre Mykolaiv et Kherson, mais en plus de ça, si vraiment les Ukrainiens vont de l'avant et font sauter le barrage, et là, le Dniepr devient encore plus large, il inonde une région en entier, peut même inonder tout, les troupes, les tanks, tout ce qu'il y a dans la région au bout du compte. Et donc ça deviendrait assez dramatique, et ça deviendrait beaucoup plus compliqué pour les Russes de tenir la région. Donc il y a beaucoup de gens il ne faut pas le voir nécessairement comme une débâcle autant que d'un repli stratégique, et d'autant plus qu'il semblerait que les Russes sont en train de construire beaucoup de défenses, des tranchées, des bunkers un peu partout, tout sur le bord du Dniepr ici, sur la rive est du Dniepr. Donc c'est ça. Est-ce que c'est vraiment une débâcle? Non. On le sait que la Russie a proclamé l'indépendance de certaines de ces régions-là à l'est de l'Ukraine. Donc, au bout du compte, c'est peut-être une manière de simplement consolider les victoires déjà actuelles, et de s'assurer que leur armée ne souffre pas davantage et ne se fasse pas prendre en quelque sorte de l'autre bord de l'autre bord du fleuve. Donc, c'est ça reste à voir. On va voir ce qui va se passer. C'est sûr qu'il semblerait même que l'armée ukrainienne a encore des visées sur la Crimée. La Crimée qui avait été annexée, on le sait, en 2014. L'armée ukrainienne n'abandonne pas justement le projet, et ça serait pas mal dans cette région-là que tout ça se déroulerait. Donc, cette guerre-là n'est pas finie. Va falloir qu'on voit ce qui se passe. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous disais, j'ai eu des petits problèmes techniques. Peut-être qu'il y a des décalages des fois un peu. Il y a eu un petit peu moins d'imagerie aussi dans cette émission-là. J'en suis désolé. J'essaie le plus possible d'en inclure, mais c'était trop compliqué aujourd'hui. Donc, en espérant que la semaine prochaine, je puisse me racheter là-dessus. Donc, merci beaucoup. C'était un plaisir, et à la semaine prochaine.